Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Raphaël Grelet, je suis kinésithérapeute et enseignant dans une école de formation en kinésithérapie. Et on m'a demandé de réaliser une petite formation sur l'adaptation du corps aux contraintes mécaniques. C'est un cours que je fais habituellement aux étudiants en kiné, mais aujourd'hui, c'est des personnes non professionnelles de santé qui m'ont demandé de réaliser cette présentation, cette formation. Alors forcément, j'ai condensé, simplifié, fait des approximations, et j'ai mis moins de précautions en termes de fiabilité des savoirs que d'habitude. Donc, je pense diffuser cette vidéo dans un premier temps, mais je diffuserai aussi sur Internet le cours que je donne aux étudiants kinés, qui est beaucoup plus riche en informations, beaucoup plus nuancé et sourcé, et avec quelques cas cliniques. Et puis, il se complète avec des activités pédagogiques en TD. Donc, si ça vous intéresse, je vous suggère d'aller le voir. Il dure environ 2 heures en vidéo, mais là, on va aller uniquement à l'essentiel. J'ai gardé que les éléments qui sont vraiment strictement transposables en pratique. Et l'essentiel de ce que je vais vous raconter est basé sur deux articles en lien avec la théorie du stress physique de Mueller et Malouf, et un autre article de NG et ses collaborateurs. Donc, ils datent respectivement de 2002 et 2017. Alors, je vais faire cette présentation en deux temps. D'abord, je vais raconter quelques principes sur la manière dont notre corps fonctionne. Et ensuite, on va tirer les applications pratiques de ce qu'il faut faire pour traiter ces douleurs et éviter leur apparition. On peut commencer par parler de contraintes mécaniques. Donc, ce qu'on appelle contraintes mécaniques, c'est tous les phénomènes qui appliquent des forces mécaniques sur le corps, c'est-à-dire du travail manuel, du sport, une activité physique du quotidien, des étirements aussi, c'est en soi des tensions et des chocs aussi. Tout ça, c'est des exemples de ce qu'on va appeler donc des contraintes mécaniques. Ces contraintes mécaniques, elles sont bénéfiques pour le corps humain. On a besoin d'elles pour être en bonne santé. Et un exemple simple pour illustrer ça, c'est celui des astronautes. Quand ils font un séjour dans l'espace, eh bien leur corps n'est plus soumis à la pesanteur et il va se dégrader très vite. Ils sont en fait obligés de faire environ 2 heures de sport par jour, mais même avec ça, quand ils reviennent de l'espace, eh bien ils sont complètement déconditionnés, c'est-à-dire que leurs os sont déminéralisés, ils sont démusclés et ils sont quasiment incapables de marcher. Donc les contraintes mécaniques sont bonnes pour notre santé. Et au quotidien, notre corps s'adapte aux contraintes mécaniques. Quand on fait du sport, par exemple, nos muscles deviennent plus forts et plus volumineux, mais les muscles, c'est pas les seuls tissus du corps humain qui s'adaptent. Ce que j'appelle tissu, je vais préciser quand même, ce que j'appelle tissu, c'est les différentes matières qui vont constituer le corps humain, comme les tendons, les cartilages, les os, etc. Et on les appelle tissus parce que ils sont essentiellement composés de fibres. On va revenir dessus parce que c'est une notion importante. Et donc, les muscles, c'est pas les seuls tissus du corps humain qui vont s'adapter. En fait, quand on le met sous contrainte, bah, le tendon va aussi se renforcer, l'os va aussi se densifier, la peau devient plus robuste, les ligaments deviennent plus épais et robustes aussi. Il y a aussi des adaptations au niveau du cœur et des nerfs, et on peut dire aussi que le cartilage devient plus épais. Et j'insiste sur ce dernier point parce que contrairement à des idées reçues qui circulent encore, eh bien, on sait que le cartilage s'épaissit avec l'activité physique, il se renforce, et il y a de nombreux problèmes de douleurs liés au cartilage, comme l'arthrose, qui ne doivent pas être traités en se préservant, c'est-à-dire en faisant moins d'activité, mais au contraire en faisant de l'activité physique, progressivement bien entendu, on va revenir dessus. Et cette idée, elle s'applique globalement dans notre rapport à l'activité physique. C'est-à-dire que si je me dis j'ai fait trop de sport quand j'étais jeune, je me suis ruiné la santé et c'est pour ça que je souffre, eh bien je suis victime d'une idée reçue. En fait, notre corps, il n'a pas un capital qu'on va entamer à chaque fois qu'on fait du sport, mais au contraire, il se régénère et il a besoin d'activité pour se développer. Alors, il y a quand même des rares exceptions à ce que je viens de dire, qui va s'appliquer aux sports extrêmement intenses, qui vont être très compétitifs, pratiqués à des âges très jeunes, comme je pense à la gymnastique en compétition par exemple, ou bien il va y avoir des sports avec beaucoup d'impact, ou des risques de chute violente, je pense au ski par exemple, ou au motocross, ou à éventuellement enfin voilà, des exemples comme ça très, très violents. Mais à part ça, globalement, notre corps a besoin d'activité physique, et c'est bon pour lui, et on n'a pas une notion de capital qui va se réduire avec l'âge. En tout cas, pour les tissus de l'appareil locomoteur, hein, c'est-à-dire les articulations, les muscles, les os, tout ça. Alors, je vais pouvoir donner quelques précisions qui vont probablement vous intéresser, j'espère en tout cas. C'est que ce phénomène d'adaptation, il se passe au niveau de la cellule, au travers d'un phénomène qui s'appelle la mécanotransduction.
C'est-à-dire que lorsque les cellules du corps humain subissent des contraintes mécaniques, c'est-à-dire qu'elles ressentent des pressions, des tractions, des cisaillements, etc., eh bien, elles vont réagir en créant des protéines, c'est-à-dire de nouvelles fibres, qu'elles vont ensuite faire sortir hors de la membrane cellulaire, hein, bien sûr, pour créer plus de tissu dans la trame dans laquelle elles sont installées. Et alors, je vous ai fait un petit schéma très grossier des cellules qui peuvent être installées ce qu'on appelle une matrice extracellulaire. Voilà, je vous partage ça. On voit ici, là, sur le schéma. Donc en fait, on a parfois du mal à se représenter comment ça fonctionne, mais nos cellules, elles sont pas comme ça agglomérées les unes avec les autres. En fait, elles vivent dans une trame fibreuse. Et c'est ça qui constitue l'essentiel de notre corps, en fait. Donc si on prend un tendon, par exemple, eh bien, il y a des fibres tendineuses qui sont là. À l'intérieur, il y a des cellules, elles vivent là-dedans. Et en fait, elles ont comme fonction, entre autres, de renouveler le tissu tendineux, c'est-à-dire quand elles sont là pour dégrader les fibres qui sont abîmées, on va revenir dessus aussi, mais elles sont aussi là pour, quand elles sentent des contraintes mécaniques, eh bien elles créent des protéines fibreuses, elles les font sortir de la membrane, de la cellule, et ça vient développer cette trame sur laquelle elles sont installées. Donc, je peux aussi vous montrer un autre schéma qui parle de la logique de mécanotransduction. Voilà, je vous l'affiche ici. C'est l'idée de dire que notre corps, eh bien, il sent voilà, il peut sentir nos cellules peuvent sentir des pressions, des tractions, des cisaillements, et ça, c'est un schéma que je tire de NG en 2017. Donc, à chaque fois qu'on fait de l'exercice, les cellules sont stimulées et elles externalisent plus de fibres. Et donc on arrive à la conclusion de notre première partie, qui est que les contraintes mécaniques sont bonnes pour notre santé parce qu'elles permettent à notre corps de se développer. Mais il y a des conditions pour s'adapter aux contraintes. Il ne va pas s'adapter n'importe comment. Il a besoin de conditions précises, et ça va être suffisamment de repos, donc il faut notamment dormir suffisamment, le sommeil est important. Il faut bien manger pour apporter des nutriments aux cellules, éviter les stress prolongés, c'est pas grave s'ils sont courts, mais c'est quand ils se prolongent que ça pose problème. Éviter les toxiques, comme par exemple l'alcool, le tabac, les drogues ou certains médicaments. Et puis aussi éviter le catastrophisme, c'est-à-dire il faut essayer autant que possible de rester rassuré sur notre situation de santé, éviter de dramatiser et demander des conseils si besoin. En tout cas, il y a tout un tas de facteurs, que je viens d'en énoncer une partie, qui aident à la récupération et l'adaptation du corps aux contraintes mécaniques. Mais le principe essentiel que j'ai à peine esquissé tout à l'heure, c'est que pour une bonne adaptation, il faut que les contraintes mécaniques soient appliquées progressivement. C'est-à-dire que si on en met trop, s'il y a trop de contraintes sur un tissu, eh bien ça crée des pathologies. Et vous en reconnaîtrez peut-être parmi la liste que je vais citer. On peut citer les tendinopathies, les syndromes fémoro-patellaires, les périostites, les syndromes de la bandelette iliotibiale, qu'on appelle aussi syndrome de l'essuie-glace, les fractures de fatigue, ou bien même les fractures classiques, les lésions musculaires, les douleurs lombaires ou cervicales, les pubalgies. Bref, c'est non exhaustif, mais l'idée c'est que toutes ces pathologies partagent un mécanisme d'apparition similaire. Elles arrivent quand il y a un déséquilibre entre les contraintes mécaniques qui sont appliquées sur le corps humain, ou sur une zone du corps humain, et ça on pourrait appeler ça la charge, et la capacité du corps à s'y adapter. Donc je synthétise, ces pathologies sont globalement la conséquence d'une trop grande différence entre charge et capacité. Donc, jusque-là, on a dit que les contraintes mécaniques sont bonnes pour notre santé, parce qu'elles permettent à notre corps de s'adapter. Et des pathologies peuvent arriver lorsqu'il y a une différence trop importante entre charge et capacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez progressif, on n'a pas laissé le temps au corps de s'adapter. Alors, il faut que je vous parle des processus inflammatoires, parce que euh, comment le corps va s'adapter? Qu'est-ce qui se passe quand on en fait trop, quand il y a une trop grande charge? Eh bien, il faut savoir que les contraintes mécaniques vont user les tissus du corps humain, exactement comme une pièce mécanique de voiture va s'user avec l'utilisation. Mais ici, c'est différent parce que notre corps, c'est une structure vivante. Et donc, une phrase intéressante à retenir, c'est une pièce mécanique, quand on l'utilise, elle s'use. Une pièce biologique, quand on l'utilise, elle s'use au début, puis elle se renforce. Et cette réparation, elle va passer par un mécanisme que vous connaissez probablement, c'est l'inflammation.
L'inflammation, c'est une réaction à l'intérieur des tissus pour les réparer. Il y a un gonflement de la zone qui est abîmée, et il y a des cellules qui vont migrer dans cette zone abîmée pour nettoyer les corps étrangers, détruire les fibres abîmées et en créer de nouvelles. Alors là, petite précision, je parle de l'inflammation qui est d'origine mécanique et qui est dans l'appareil musculo-squelettique, c'est-à-dire les muscles, les articulations, etc. On peut aussi avoir de l'inflammation qui est d'origine infectieuse, bactérienne, voilà, ou bien en réaction à des toxiques, mais voilà, c'est d'autres causes à l'inflammation. Là, on parle bien d'inflammation en réaction à trop de contraintes. Et donc là aussi, il faudrait déconstruire une autre idée reçue qui nous amènerait à voir l'inflammation comme quelque chose de mauvais. En fait, non, l'inflammation est bénéfique. Elle permet à notre corps de se réparer. Alors, il y a des cas où on va éviter l'inflammation, c'est dans des situations assez précises, où elle peut devenir trop importante, cette inflammation, et perturber le fonctionnement de notre système. Euh, vous imaginez bien qu'une inflammation des bronches qui empêcherait de respirer, ça devient très problématique. Ou bien une inflammation autour du cœur qui empêche le cœur de battre, ou bien, enfin ça c'est à éviter absolument, ou bien de l'inflammation qui mettrait trop de pression dans le cerveau, c'est des choses très graves, et il faut savoir les contrôler avec des anti-inflammatoires. Mais ça, c'est des situations spécifiques qui concernent généralement pas trop les problèmes du système musculo-squelettique, et donc il convient de ne pas prendre d'anti-inflammatoires sans avoir un conseil médical avisé, et voilà, il faut bien vérifier que ce soit vraiment nécessaire, en tout cas évitons d'en prendre à outrance de manière légère. Un exemple courant d'inflammation bénéfique pour notre santé, c'est les courbatures. Les courbatures, c'est le signe de l'adaptation d'un muscle après un effort. Ça vient après le sport, hein. Et donc, elles sont pas nécessaires pour que le corps s'adapte, il faut pas forcément les rechercher, mais c'est un phénomène qui est tout à fait bénin, c'est logique, c'est normal, et il n'y a rien à faire de particulier pour les faire disparaître. Il faut simplement attendre que la douleur diminue, et encore une fois, c'est bon pour notre corps, euh, c'est-à-dire que la courbature, c'est le signe que notre corps se renforce et se développe. Je peux faire une petite précision. Dans le vocabulaire médical, quand il y a un mot qui se termine par it, c'est qu'on parle d'un phénomène qui est en lien avec l'inflammation. Tendinite, périostite, aponévrosite, ces termes-là, ils signifient que le tissu concerné, en l'occurrence le tendon, le périoste, l'aponévrose, il est inflammé. Et donc voilà, quand il y a trop de charge par rapport à notre capacité, eh bien, on ne laisse pas le temps à l'inflammation de réparer ces tissus. On ne lui laisse pas le temps de faire son boulot. Et donc, ça crée des douleurs parce que nos tissus vont se fragiliser au fur et à mesure. Quand il y a une trop grande différence entre charge et capacité, c'est un peu comme si nos tissus étaient en surentraînement, et notre corps il nous prévient de ça en créant de la douleur. Donc, on récapitule. Les contraintes mécaniques sont bonnes pour notre santé parce qu'elles permettent à notre corps de se développer. Il y a des pathologies qui peuvent arriver quand il y a une différence trop importante entre charge et capacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez progressif. Et troisièmement, la réparation des tissus passe par un phénomène inflammatoire qui est bénéfique pour notre santé, et c'est pas nécessaire de combattre l'inflammation. Maintenant, comment est-ce qu'on peut agir? Admettons que vous avez une douleur et qui arrive et qui vous la soupçonnez d'être de suivre ces mécanismes-là. Comment on va faire pour agir? Eh bien, je vais vous présenter plusieurs leviers d'action et je vais vous les lister par ordre décroissant d'efficacité. On va commencer par le plus efficace et on va aller vers le moins efficace. Donc d'abord, il faut bien identifier le problème, ça c'est essentiel. Ensuite, le levier le plus important, ce sera de répartir les contraintes dans le temps, ensuite de répartir les contraintes dans l'espace, et enfin, utiliser des facteurs de récupération. On commence par bien identifier le problème. Donc, ces pathologies dont je vous ai parlé, elles s'identifient plutôt facilement. Elles arrivent suite à un effort qui est nouveau, ou alors plus intense que d'habitude, ou alors plus prolongé, et on peut le repérer aussi parce que ça a tendance à nous faire mal dès qu'on se remet en activité. Mais surtout, avant de commencer, quand vous réfléchissez à la douleur que vous avez, il faut faire attention à la présence d'autres symptômes. C'est-à-dire que s'il y a des fourmillements, une incapacité majeure, vous pouvez plus marcher, plus bouger, voilà. Il y a une douleur qui est trop intense. Il y a une perte de sensibilité sur une certaine zone, c'est-à-dire une anesthésie. Ou alors une impossibilité de bouger, de contrôler une partie de votre corps, c'est-à-dire une paralysie. S'il y a des vertiges, s'il y a des nausées, s'il y a des vomissements, s'il y a une désorientation, une incohérence, s'il y a de la fièvre, s'il y a eu, même de très courte durée, une perte de connaissance,
S'il y a une situation de fragilité liée à l'âge, par exemple, ou bien certaines conditions métaboliques, je veux dire par là, enfin des problèmes comme de l'ostéoporose ou des choses comme ça, qui sont présents, ou alors quoi que soit d'autre qui vous met le doute, ou alors quoi que ce soit qui vous inquiète ou qui vous semble bizarre, eh bien, vous n'hésitez pas à vous consulter. Vous demandez à une personne qui est professionnelle de santé, qui saura faire un diagnostic et vous orienter. En tout cas, à un minimum, euh, éviter, enfin repérer s'il y a quelque chose de grave qui doit être pris en charge rapidement. Donc une fois qu'on a bien identifié notre problème, a priori il n'y a rien qui nous alerte, et on a une douleur qui vient dans le cadre d'une activité trop importante, une tendinopathie par exemple, ou des choses comme ça. Alors, eh bien, une des premières choses qu'on va pouvoir faire, et qui est un vrai outil thérapeutique très pertinent, ça va être de répartir les contraintes dans le temps. C'est-à-dire que d'abord, on va identifier le geste ou les activités qui font mal. Par exemple, j'ai mal au tendon d'Achille, c'est en bas du mollet, euh, voilà, juste au-dessus du talon. Admettons que j'ai mal au tendon d'Achille quand je cours. Eh bien, je vais pouvoir adapter la durée et l'intensité de mes activités. Donc, je sais que c'est le moment où je cours qui va me faire mal, en fait, c'est le fait de courir qui va me faire mal, eh bien, je vais pouvoir doser la quantité de course à pied que je fais. Je vais courir un petit peu, mais pas trop. Alors, pour optimiser la récupération, je ne dois pas rester au repos, parce que les contraintes, elles sont nécessaires pour réparer le tissu, c'est-à-dire que c'est bien de faire tout doucement les mouvements qui me font mal, parce que ça va activer la mécanotransduction et aider à réparer les tissus. Je le répète hein, pour que ça soit assez clair, de manière générale, c'est mieux de bouger un petit peu que d'être dans un repos strict. Bouger un petit peu, ça va aider à la réparation. Mais attention, il ne faut pas non plus trop en faire, parce que sinon, eh bien, on ne laisse pas assez de temps au corps humain pour récupérer, et on risque de faire, comme on a dit, donc une forme de surentraînement. Et alors, on peut illustrer ça par une infographie qui vient de un organisme de formation professionnelle qui s'appelle La Clinique du Coureur. Et cette infographie, elle nous dit que le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Donc quantifier, c'est-à-dire doser quotidiennement le stress mécanique appliqué sur le corps, est la meilleure manière d'éviter les blessures. Alors, j'espère que vous voyez, c'est peut-être un peu petit, mais dans l'idée, ah voilà, dans l'idée, on a des activités qui sont plus ou moins stressantes. La natation, par exemple, il y a peu d'impact, peu de choc. Alors, ça sera quand même un vrai effort, mais on va dire que le stress va plus être un stress métabolique qu'un stress mécanique, même si on a un peu, enfin bref, peu importe. La natation, c'est peu stressant. Le vélo, il y a moins d'impact, mais un peu plus quand même. La course à pied, on imagine qu'il y a des chocs. Et puis, intensité et pliométrie, c'est des activités où il y a vraiment des rebonds, vraiment une forte sollicitation des articulations. Et alors, ce qu'on peut noter, c'est que on peut schématiser en bleu ici la quantité d'activités qu'on fait dans notre quotidien. Donc, hop là, voilà, je dézoome un peu, le niveau de stress par l'activité. Donc, ici, dans ce début de la courbe, c'est la quantité d'activité que, en fait, c'est quand je reste au repos. Mon corps n'a pas de raison de s'adapter parce que je n'ai pas dépassé cette ligne en pointillé, qui est le stress minimum pour créer des adaptations. Mon corps ne va pas se développer si je ne fais rien. Mais si j'ai rien fait pendant plusieurs mois et que d'un seul coup je fais une activité qui est trop difficile pour moi, je sors courir pendant 4 heures alors que je ne suis pas prêt à ça, eh bien je vais dépasser ma capacité maximale d'adaptation. Et ça va se traduire par une douleur pendant l'effort, une douleur après l'effort, une raideur le lendemain matin, et du gonflement. Donc ça peut être un seul de ces critères, ça suffit pour nous dire qu'on a dépassé notre capacité maximale d'adaptation. Alors quelle va être la stratégie pour progresser et pour se développer? Eh bien, c'est qu'on va faire suffisamment d'activités pour que notre corps commence à s'adapter, mais pas trop pour ne pas dépasser notre capacité maximale. Et au bout d'un certain temps d'entraînement, eh bien, je vais pouvoir faire une sortie, la sortie de course à pied qui m'avait créé des douleurs, et sans avoir de problème. Voilà pour cette infographie. Donc, la clinique du coureur, je vous invite à consulter leur site internet si ça vous intéresse. Et voilà, ils font des formations de grande qualité que je recommande.
Alors, comment on sait si on a dépassé ce seuil maximum d'adaptation? Eh bien, on va utiliser une échelle de douleur qu'on appelle l'échelle numérique simple. C'est-à-dire que c'est très simple, je peux vous demander là maintenant de donner une note à une douleur que vous avez, ou alors une douleur dont vous vous rappelez, qui peut aller de 0, aucune douleur, à 10, la pire douleur imaginable, le maximum. Voilà, donc je sais pas, on peut imaginer qu'il y a 3 jours, vous êtes cogné l'orteil contre un meuble, et que c'était une douleur à 4 sur 10, parce que, voilà, entre 0, aucune douleur, et 10, la pire douleur imaginable, vous l'estimez comme ça. C'est très subjectif, mais c'est pas grave. Ça marche quand même très bien. Et donc, on sait qu'on a dépassé le seuil maximum d'adaptation de la manière suivante. Pendant l'effort ou dans les 24 heures qui suivent, si on a une douleur qui est supérieure environ à 4 sur 10, eh bien c'est qu'on en fait probablement trop. Voilà. Et à ce moment-là, si on arrive à 4 sur 10, on s'arrête et on se repose. Dans le cas où on a mal 24 heures après l'effort, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu mal tout de suite, mais on n'a pas eu mal pendant l'activité, mais après, eh bien, si on a une douleur qui est supérieure à peu près à 3 ou 4 sur 10, eh bien, on va se rappeler approximativement la quantité d'activité physique qu'on avait fait la veille, et on retient que la prochaine fois, il faut en faire moins pour pas avoir de douleur. Voilà. Si ça arrive, si vous avez des douleurs supérieures à 4 sur 10, c'est ok, hein, c'est pas du tout dramatique, hein, il y a toujours une marge entre le moment où on a mal et le moment où ça vient vraiment abîmer les tissus du corps humain, mais c'est un indicateur. Et l'important, donc, c'est la progressivité dans le temps. Donc, on a parlé de répartir les contraintes dans le temps, mais des fois, on n'a pas la possibilité de faire moins d'activité physique, et comme quand ça fait partie de notre travail, par exemple, ou alors quand on a des objectifs sportifs particuliers, ou des choses comme ça. Et donc, si on ne peut pas répartir les contraintes dans le temps, eh bien on peut les répartir dans l'espace. C'est-à-dire que si une zone de mon corps me fait mal parce qu'elle reçoit trop de contraintes, alors je peux faire en sorte d'utiliser d'autres zones de mon corps à la place. Et on a deux manières de faire. On peut soit changer la technique, soit changer l'équipement. Alors on peut commencer par changer la technique. Si on reprend l'exemple de la course à pied, je garde celui-là parce qu'il est relativement simple, voilà, a priori la plupart d'entre vous connaissent. Euh, on peut courir au moins de deux manières différentes. Soit en atterrissant avec le talon, soit en atterrissant avec l'avant-pied. On va dire du coup qu'on a une attaque talon ou bien une attaque avant-pied. Alors, dans ce cas, je vous l'ai schématisé ici, donc à droite on a l'attaque talon et l'attaque avant-pied. Quand on attaque avec le talon, en fait, je vais vous le montrer sur un autre schéma, il n'y a pas d'amorti, et donc les chocs vont aller plutôt dans le genou ou la hanche. Et quand on attaque avec l'avant-pied, eh bien le mollet va absorber une partie des forces. Voilà, c'est ce que je vous montre ici. J'ai schématisé en jaune les forces mécaniques. Quand on attaque talon, il n'y a pas de raison que le mollet travaille. Et donc en fait, les forces vont passer par le tibia, et c'est le genou et la cuisse qui vont amortir. Et quand on attaque avant-pied, eh bien c'est le mollet qui va absorber. En conséquence de ça, ce que je veux vous dire derrière ça, c'est que les forces mécaniques peuvent se répartir différemment dans le corps humain. Une personne qui court plutôt avant-pied, elle aura tendance à avoir mal au tendon d'Achille si elle en fait trop. Et la personne qui court arrière-pied, elle aura tendance à avoir mal au genou si elle en fait trop. Un autre exemple que vous pouvez tester si vous voulez, c'est les pompes, par exemple. Vous savez, l'exercice où on se pousse au sol. Si vous faites des pompes avec les bras écartés et que ça devient difficile, eh bien faites les pompes avec les bras collés. C'est quasiment le même mouvement, c'est un mouvement qui se ressemble en tout cas, mais ça sollicite d'autres muscles en partie. Et donc du coup, c'est une autre manière d'illustrer la chose. Voilà, en changeant un peu la manière de faire les choses, on fait appel à d'autres structures. Donc, si un geste de travail ou d'activité de loisir commence à vous faire mal, changez. Essayez de varier les positions et les manières de faire. C'est quelque chose qui se fait naturellement et qu'on observe quand on étudie notamment les travailleurs en usine sur des chaînes de montage, qui doivent faire des mouvements assez répétitifs. Eh bien, on observe qu'ils varient toujours légèrement leur position. Et c'est normal et c'est sain. Si par exemple vous jardinez, et en utilisant un outil comme une pelle ou une bêche, eh bien vous aurez probablement envie de changer de manière de faire quand vous serez fatigué ou que vous aurez mal. Et faites-le, c'est normal et c'est sain. Et c'est la même chose pour les postures. Quand vous êtes assis sur une chaise, bah, c'est normal de ne pas rester dans la même posture tout le temps. On ne peut pas tenir une même posture trop longtemps, même si elle est théoriquement, biomécaniquement parfaite.
Une phrase à retenir en anglais là-dessus, c'est The good posture is the next posture, c'est-à-dire que la bonne posture, c'est la posture d'après. C'est l'idée que et c'est possible pour quand on reste assis ou quand on reste dans une position trop longtemps, c'est possible de changer légèrement notre position et de s'adapter de manière à faire une rotation, de manière à ce que ça ne soit pas les mêmes tissus qui travaillent à chaque fois. Et si vous faites de la course à pied par exemple, je prends toujours cet exemple parce que c'est très simple, mais ça s'applique à plein d'autres choses, eh bien, c'est tout à fait possible de changer de manière de courir pendant la course. Vous faites quelques minutes en courant un peu plus avant-pied, et puis un peu plus arrière-pied, pardon, et puis en étant un peu plus penché en avant, ou en faisant des mouvements en amortissant un peu plus. Euh, Bref, c'est à vous de tester, c'est à vous de voir ce qui permet de diminuer les éventuelles douleurs ou les éventuelles fatigues, mais la logique est la même, c'est-à-dire c'est l'idée de répartir les contraintes mécaniques. Donc on a parlé de répartir les contraintes dans le temps, répartir les contraintes dans l'espace en changeant la technique, mais on peut aussi répartir les contraintes dans l'espace en changeant l'équipement. On prend un exemple du quotidien. Quand vous changez de chaussures, imaginons que vous changiez de chaussures, et que les nouvelles sont beaucoup plus épaisses que les précédentes. Eh bien, ces chaussures-là, elles vont forcément modifier la position de votre pied. Mais elles vont aussi modifier la manière avec laquelle les contraintes mécaniques vont se répartir dans vos jambes. Peut-être que certaines zones de vos jambes qui travaillaient d'habitude, eh bien, elles vont être mises au repos, alors que d'autres qui n'avaient pas l'habitude de travailler vont être sollicitées. Et c'est possible que des douleurs apparaissent. Alors, probablement pas quand vous marchez avec des chaussures du quotidien, mais si vous faites de la course à pied ou de la randonnée, par exemple. Donc, c'est un exemple très courant, les chaussures, mais au sens large, c'est possible, si vous avez mal, de modifier les outils que vous utilisez. Donc, si vous avez de nouvelles chaussures, en fait, un exemple que je peux vous donner, c'est que mettre temporairement une petite talonnette dans ces chaussures, ça peut peut-être diminuer les symptômes. On sait aussi, par exemple, que au tennis, la tension dans les cordes de la raquette, elle peut à elle seule, si on change de raquette, créer ou diminuer les douleurs au coude, par exemple. Un autre exemple, c'est, admettons, il y a un geste qui vous fait mal au bras, mais en fait, peut-être que si vous mettez temporairement une petite attelle, ou quelque chose qui maintient les articulations qui font mal, ça peut peut-être vous aider à diminuer la douleur. Mais il faut garder en tête que le changement d'équipement, ça doit être temporaire en fait, hein. Mettre une talonnette, c'est quelque chose de temporaire, le temps que le corps s'adapte naturellement. Et à propos des équipements ou les outils que vous utilisez, si vous en achetez des nouveaux et que vous constatez que ça vous crée des douleurs, eh bien c'est assez intelligent d'y aller progressivement, c'est-à-dire que vous commencez à les mettre ou à les utiliser quelques heures seulement. Si vous avez une nouvelle chaussure, vous commencez par les mettre 2 heures dans la journée par exemple, puis après 3 heures, puis après 4 heures, etc. pour que ça soit progressif. Donc, changer de l'équipement, c'est quelque chose qui peut être très 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 efficace, mais dans des cas vraiment très 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 précis comme la course à pied. La plupart du temps, changer l'équipement, c'est pas forcément la principale chose à faire, et on commencera plutôt par quantifier l'activité, enfin répartir les contraintes dans le temps. Mais là, je parle uniquement d'expérience. Et enfin, euh, on va pouvoir utiliser les facteurs de récupération. Donc on a dit que pour permettre au corps de se régénérer au mieux entre les moments d'activité, il faut un certain nombre de facteurs, que je répète, le sommeil, l'alimentation, éviter le stress prolongé, éviter les toxiques comme l'alcool, le tabac ou les drogues, éviter aussi le catastrophisme sur son état de santé, c'est-à-dire que si vous avez des inquiétudes, vous consultez une personne qui est professionnelle de santé pour qu'elle vous rassure ou alors qu'elle mette en place les actions appropriées et travailler sur les facteurs qui aident à la récupération, c'est bien, c'est un bon complément, mais ça reste un complément. On va pouvoir conclure, donc aujourd'hui on a vu un ensemble de points que je vais vous résumer maintenant. Au quotidien, on vit avec des contraintes mécaniques dès qu'on utilise notre corps, et elles sont bonnes pour notre santé. Mais des douleurs peuvent arriver quand il y a une différence trop importante entre la charge et la capacité. C'est-à-dire qu'on n'a pas été assez progressif et que notre corps n'a pas su s'adapter. On a été un peu en surentraînement. La réparation des tissus passe par un phénomène inflammatoire qui est bon pour notre santé et il n'est pas nécessaire de le combattre. Et enfin, quand on ressent une douleur, c'est important de vérifier qu'il n'y a aucun autre problème
qui est présent, et je vous ai listé tout un tas de signes et symptômes auxquels il faut faire attention. Et en cas de doute, vous consultez. Après, si la douleur est due à l'effort, eh bien vous pouvez mettre en place les interventions suivantes. Le plus efficace, globalement, c'est de répartir les contraintes mécaniques dans le temps, c'est-à-dire vous identifiez l'activité ou le geste qui a créé des douleurs, et vous continuez de le faire, mais progressivement, et en étant guidé par un seuil de douleur qui ne dépasse pas environ 4 sur 10. Un peu moins efficace mais pratique, c'est de répartir les contraintes dans l'espace en changeant la manière de faire les gestes. Ça marche bien pour des activités qui sont répétitives, mais dès que vous avez un peu trop de charge cognitive, un peu trop de choses à gérer, ça devient compliqué. La plupart du temps, une autre chose qui est un peu moins efficace, mais c'est de jouer sur l'équipement. Voilà, à part des cas précis comme par exemple la course à pied, ou vraiment des activités très répétitives où ça marche très bien, la plupart du temps ça reste quand même annexe, moins efficace donc. Et enfin, on peut jouer sur des facteurs qui vont faciliter la récupération, comme le sommeil, l'alimentation, ou bien des toxiques comme l'alcool ou le tabac. Voilà, alors pour terminer, j'ai deux choses à vous dire qui sont liées. D'abord, c'est important de comprendre que chaque situation est particulière, donc vous devrez réfléchir à votre situation individuellement et tester ce qui marche pour vous. On n'applique pas de recette, on est vraiment dans l'adaptation à votre situation. Et ensuite, chaque situation est complexe, c'est-à-dire que créer un programme qui permet de guérir ce genre de problème, je vous le présente de manière relativement simple, j'ai l'impression, mais c'est parfois compliqué. Et donc, si vous n'y arrivez pas, c'est ok, c'est tout à fait possible et normal. Il y a parfois plein d'éléments qu'on a du mal à prendre en compte quand on ne s'y connaît pas, et qui viennent changer de la logique, et donc voilà, qui nous empêchent de progresser. Donc, dans ces cas-là, si vous n'y arrivez pas, si la remise en contrainte progressive que vous aurez mise en place ne fonctionne pas, faites appel à une personne professionnelle de santé qui a passé plusieurs années entières à se former, qui a vu des milliers de personnes avec des problèmes comme le vôtre, et voilà, qui sauront vous guider. Je vous suggère, à propos de professionnels de santé, de vous tourner vers des personnes qui prennent le temps d'être avec vous, qui se forment régulièrement, et qui prennent le temps aussi de vous écouter. Moi, j'ai personnellement un a priori positif sur les jeunes professionnels de santé, qui ont tendance à fournir un travail de grande qualité, de mon point de vue. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à faire des remarques constructives si besoin pour améliorer ce contenu. Sachez que je diffuse quasiment tout ce que je fais sous licence Creative Commons, donc CC by SA. Et donc ça veut dire que vous avez le droit de diffuser ce contenu comme vous le souhaitez, y compris dans un but commercial. Vous pouvez également le modifier, mais tout ça à la condition que vous diffusiez le contenu qui en est issu sous la même licence. Merci pour votre attention encore une fois, bonne journée à toutes et à tous.